Bonjour à tous et bienvenue dans Territoire d'Info, une émission de Public Sénat et de TV5 Monde avec les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Lundi, nous recevions Hervé Morin, le président de Région de France et de la région Normandie. Interrogé sur l'intérêt du grand débat national et sur l'issue de celui-ci, ce dernier a tenu à préciser que se limiter uniquement à une consultation et des échanges serait un cauchemar. On l'écoute. Très clairement, il y a une fracture gigantesque entre le chef de l'État et les Français. J'ai jamais entendu des compatriotes s'exprimer ainsi en parlant du président de la République, avec une violence incroyable, et pas simplement des gilets jaunes et des plus réfractaires. Et donc il y a un immense travail de reconquête, parce que s'il n'y a pas les éléments de la confiance, il sera compliqué. Il commence à y arriver là. Ouais, enfin il y a du chemin. Et puis il va falloir, il faut pas d'erreur, il faut pas heurter à nouveau, il faut pas mépriser à nouveau par une mauvaise formule. Donc il y a un chemin gigantesque, et puis au bout du compte, il y a surtout le mois d'avril, c'est-à-dire le moment où il faudra faire la synthèse de tous ces débats et toutes ces propositions avec des contradictions absolument gigantesques. Et là, le risque, c'est d'être déceptif, en sachant qu'il faudra aussi un geste politique qui signifiera le tournant du quinquennat. Est-ce que c'est un changement de gouvernement ? Est-ce que c'est le retour devant les électeurs pour l'Assemblée nationale? Mais il faudra pour vous, ça doit être quoi ce geste politique? On verra, tout dépendra de la situation sociale. Est-ce que la France retrouvera les voies de l'apaisement? On peut estimer qu'un changement de gouvernement ou un remaniement en profondeur suffira. Soit le calme ne sera pas revenu et il faudra dire aux Français: prenez votre destin en main, et c'est le suffrage universel qui décidera. Mais quoi qu'il arrive, vous dites le débat ne suffira pas, il faudra quelque chose derrière. S'il n'y a qu'un débat, alors là, c'est le cauchemar, mais personne ne peut imaginer que c'est cela. Il y a une question parmi les 33 posées par Emmanuel Macron sur y a-t-il trop d'échelons de collectivités territoriales et quels sont les plus pertinents? Que répondez-vous à ça? Surtout qu'il y a besoin d'économie. Écoutez, il y a besoin d'économie, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, et il y a un moyen très simple d'en faire. C'est d'arrêter d'avoir d'un côté des services de l'État et des services décentralisés. En clair, on a décentralisé massivement depuis 40 ans, mais l'État a conservé des bribes de compétences dans des champs de compétences ou des domaines dans lesquels on est les premiers acteurs. Et donc, moi, je n'arrête pas de dire au président public, il y a un système très simple. Soit on considère que c'est l'État complètement, soit on considère que c'est les territoires complètement. Déjà, on va très largement simplifier le système. Alexandre Benalla sera de retour devant la commission d'enquête sénatoriale. Qu'est-ce que vous attendez de cette audition? Moi, je cherche toujours à comprendre pourquoi il est protégé ainsi. Voilà. Protégé par qui? Par Emmanuel Macron? Par l'exécutif. Enfin, écoutez, pas comme raconte d'histoire. Je comprends, je sais très bien que on ne soit pas forcément en train d'être très attentif sur la distribution de passeports. Mais il y a quand même là, quand on a affaire à une telle crise au sommet de l'État, en général, après, on est très attentif sur cette personne. Bon. Et qui puisse continuer à se balader avec des passeports diplomatiques, des téléphones cryptés. Vous avez été, vous, un ministre, oui, vous avez été dans les rouages de l'exécutif. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites que c'est un dysfonctionnement propre à Emmanuel Macron? Finalement, ce sont des dysfonctionnements anciens et peut-être plus larges? D'une part, la logique, c'est de faire appel au service de l'État pour gérer sa propre sécurité. Bon. Il y a un service pour ça. Je ne vois pas pourquoi tout d'un coup il faut aller embaucher des gens du privé pour faire le même boulot. Donc après on peut estimer que la compétence est un peu inférieure. Même s'il a participé à la campagne électorale. Et donc moi, mon sentiment, il est simple, c'est que ce monsieur a plein de petits secrets sur la vie Macron, en quelque sorte, et que le risque, c'est qu'un jour ou l'autre, il déballe ses secrets, et que pour cela, on le protège un peu pour s'éviter ce genre de choses. Un autre sujet, le Brexit. Donc votre région va faire partie des plus impactées. Que dites-vous maintenant? Il faut qu'on sache. Qu'attendez-vous et qu'attendent les chefs d'entreprise de votre région? Pour nous, il y a un sujet simple, c'est qu'il nous faut pouvoir mettre en place un modèle dans lequel on va faire des contrôles douaniers, des contrôles phytosanitaires et des contrôles vétérinaires sur 40% du trafic transmanche. Tout ça avec des ports qui ne sont pas adaptés, avec des douaniers qui ne sont pas là et des vétérinaires qui n'ont pas été recrutés en nombre suffisant. Ça va coûter cher. Les Français vont découvrir à quel point l'Union européenne, ça a des vertus, parce que ça va avoir des conséquences, rien que pour la région. Le fait de mettre en place les équipements dont on a besoin, c'est 30 à 40 millions d'euros. Donc vous voyez bien que l'Union européenne a quand même toute une série de vertus, c'est qu'elle facilite les échanges, elle réduit les coûts. Et puis pour nous, il y a un sujet, c'est la concurrence avec les ports belges et hollandais. Et là-dessus, il faut qu'on soit à la hauteur, parce que sinon, c'est encore une nouvelle fois
les Néerlandais et les Belges qui vont récupérer une partie du trafic. Mardi, c'est Éric Woerth, le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale et député de l'Oise, qui était sur notre plateau, interpellé sur le choix probable de François-Xavier Bellamy comme tête de liste LR aux prochaines élections européennes. Le député a mis en garde son parti de ne pas se transformer en un petit parti conservateur. Je pense qu'il y avait beaucoup de têtes de liste possibles. Monsieur Bellamy, je ne le connais pas, mais c'est quelqu'un de talent. Mais il y a beaucoup de gens qui ont du talent aussi, Dieu merci, en France. Moi, je dis simplement, attention à ne pas transformer les Républicains en un petit parti conservateur. Attention, il y a beaucoup. Il faut retrouver l'état d'esprit de l'UMP. Quand on a créé l'UMP, tout n'était pas merveilleux, mais il y avait cette volonté de représenter l'ensemble de la droite. Alors, je sais bien qu'on peut me dire aujourd'hui c'est difficile. Je crois que c'est au contraire extrêmement possible de le faire. Il y avait de la droite centriste, de la droite libérale, jusqu'à une forme de droite traditionnelle, et puis une muraille de Chine avec l'extrême droite. Et cet état d'esprit, il a été au fur et à mesure du temps perdu, fracassé par la primaire, et puis après refracassé par ce qui s'est passé à l'élection présidentielle. Mais tout ça, c'était il y a longtemps maintenant. Et donc on doit pouvoir aujourd'hui mieux jouer l'unité du parti. Pas le cas. Pour que la candidature de M. Bellamy ait un sens, pour qu'elle ait un sens, il faut évidemment regarder l'ensemble de la liste. Et j'espère que cette liste, elle représentera, dans les 4 premiers par exemple, elle représentera l'ensemble des courants de pensée qui aujourd'hui constituent encore les Républicains. Moi je crois un parti ouvert. Il y a beaucoup de déçus de M. Macron. Aucun de ces déçus aujourd'hui ne revient vers les Républicains. Donc on voit bien qu'il y a la nécessité absolue. Moi je suis très attaché aux Républicains, très attaché à mon parti, très attaché à ce qu'il représente l'ensemble des facettes de la droite républicaine. Donc il faut faire très attention à ne pas le rabougrir. Il y a des déçus, Laurent Wauquiez, aujourd'hui, chez les Républicains? Moi, je ne dis pas ça et je ne veux pas personnaliser les choses. Laurent fait son travail, il est président des Républicains, il est légitime. Mais on peut contester des stratégies. Je pense que la stratégie politique des Républicains, c'est au fond l'ouverture au monde et l'ouverture politique dans le champ de la droite républicaine. Là-dessus, vous n'êtes pas d'accord chez les Républicains sur cette ouverture? J'espère que si, il faudrait trouver des lieux pour débattre et les Républicains ont aussi besoin de débattre entre eux. Qu'est-ce que vous ferez d'ailleurs si, au moment où sera connue la liste, les 4 premiers dont vous parlez ne reflètent pas la diversité des courants? J'imagine que ce sera le cas. Je pense que l'élection européenne pourrait être un merveilleux moment d'unité du parti. Justement parce que c'est une liste et qu'on peut trouver plusieurs candidats qui peuvent refléter cela. Donc allons à fond. Il ne faut pas avoir peur de ces élections européennes. Et on doit avoir une ambition sur ces élections européennes. Je ne comprends pas l'ambition d'un parti comme les Républicains, si longtemps après la primaire et l'élection présidentielle, c'est au fond d'être en tête de l'élection européenne. Alors je sais bien, je vois les sondages, ils ne sont pas très bons. Enfin, pour l'instant, on n'a pas de candidat ou pas vraiment de candidat. On verra si ce candidat est capable de réunir, si ce candidat est capable de nous représenter tous. Ce sera à lui de le faire, au fond. Je vais dire, s'il veut y aller, alors il faut qu'il soit à la hauteur. Ouais. Et derrière, il faut évidemment que notre parti affiche son ambition au travers d'un projet pro-européen, radicalement pro-européen. Il n'y a pas de possibilité pour la France de s'en sortir si elle n'est pas européenne. Et il y a une place à prendre en Europe pour le leadership de l'Europe aujourd'hui. Et en même temps, évidemment, se garder de toutes les erreurs et de toutes les fautes qu'a commises l'Europe jusqu'à présent. Enfin, votre parti, les Républicains, va lui-même organiser son propre débat auprès de vos militants. Quelle vocation cela a-t-il à nourrir ce grand débat national, ou c'est une consultation en parallèle? Qu'est-ce que vous allez faire des conclusions qui seront récoltées? J'en sais rien, j'ai découvert ça aussi dans la presse, donc s'il y aura un débat... Non, pas du tout. Donc s'il y a un débat au sein des Républicains... On demandera à Laurent Wauquiez pourquoi on le reçoit jeudi. Je l'ai appelé moi-même. Moi, je pense que c'est très important que les partis discutent aussi, alors entre eux, mais ça n'est pas tenu par la date du débat. Je pense qu'il faut le faire beaucoup plus, beaucoup mieux, et avec tout le monde, avec absolument tout le monde. C'est pas toujours le cas. Et puis participer, que nos militants, parce que c'est des hommes et des femmes engagés et qui ont des idées, participent dans les débats communaux, intercommunaux, enfin tous les débats publics qui pourront avoir lieu. Mais enfin, le président de la République a retrouvé l'adresse des mairies.
Et c'est tant mieux. Il a ignoré les mairies, il retrouve cette adresse, tant mieux. Si c'était une faute, il faut qu'il retrouve aussi l'adresse de tous les corps intermédiaires et qu'il retrouve aussi l'adresse de l'Assemblée nationale. 126 rue de l'Université. Parce que si on ne trouve pas l'adresse de l'Assemblée nationale, c'est quand même là où se situe le débat politique. Et c'est l'élection qui est en réalité le sommet de la démocratie. Mercredi, nous recevions Christelle Dubos, la secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Interrogée sur la prime d'activité annoncée le 10 décembre dernier par Emmanuel Macron, la secrétaire d'État a précisé les derniers chiffres de cette mesure et a confirmé vouloir avancer quant à son automatisation. Écoutez, 500 000 demandes traitées à ce jour par la CAF, plus de 6 millions de simulations sur le site de la CAF et de la MSA, 30 000 demandes par jour. Donc oui, c'est une bonne nouvelle. Les Français se saisissent des mesures qui ont été votées. Et je tenais aussi à remercier l'ensemble des agents de la CAF et de la MSA qui sont présents et qui font un travail d'accompagnement et d'explication auprès des Français et des Françaises qui se posent des questions. Est-ce que j'ai droit, est-ce que je n'ai pas le droit? Mais également auprès des sénateurs qui ont vraiment compris la nécessité et la prise en compte de répondre rapidement et de voter rapidement ces mesures d'urgence. Je crois que c'est un sens du respect et de l'ordre républicain. Et je crois que voilà, c'est aussi, permettez-moi de le saluer ici aussi, parce que on a certaines oppositions, notamment au niveau de l'Assemblée, qui n'ont pas, je dirais, pas joué le jeu, excusez-moi le terme, mais qui ont dit que c'était que des miettes. Quand vous prenez une famille monoparentale, une maman seule qui élève son enfant, qui a 1 200 € par mois, allez lui dire que 292 € c'est des miettes en fin de mois, je pense qu'ils sont un peu coupés de la réalité et on a besoin justement, et ces personnes-là ont besoin d'être accompagnées dans leur quotidien. Alors, sur cette prime d'activité, se pose la question du non-recours, c'est-à-dire des gens qui ont droit à la prime d'activité, mais qui ne la demandent pas parce qu'ils ne sont pas au courant, parce que c'est peut-être aussi trop compliqué comme démarche. Comment vous pouvez faire, vous, pour que 100% des personnes qui ont droit à la prime d'activité désormais la touchent? Alors, sur l'automaticité, nous sommes en train d'y travailler. C'est un chantier que je lance aussi en 2019, de longue haleine, mais sur l'automaticité, mais aussi de simplification dans le cadre du futur revenu universel de l'activité. Dossier unique, prestation unique, on le voit bien, nous avons un système français qui est généreux en termes de solidarité, mais trop complexe. Vous savez, j'ai été 20 ans travailleur social. Moi, j'ai vu ce système se complexifier, cette difficulté pour les Françaises et les Français de trouver la bonne porte, de trouver le bon endroit où pouvoir se renseigner. Et quand il faut pousser 10 portes, c'est que généralement, au bout de 2 ou 3, ils s'arrêtent. Le non-recours est important. En gros, entre 30 et 40% de Français qui sont en non-recours. Mais la prime d'activité, ça a été un choix aussi d'abord de justice, parce qu'elle répond aux problématiques et aux besoins des Français en fonction de la situation familiale et de la situation familière, mais aussi parce que c'était une prestation sur laquelle plus de 80% des Français qui pouvaient y prétendre la demandaient. Donc c'était une mesure qui était déjà bien repérée par les Français. Donc c'est pour ça que nous avons fait ce choix, mais nous devons aller plus loin, en effet, sur de l'automatisation. Et derrière, moi, je lance 2 grands chantiers. Donc le revenu universel d'activité, donc un travail de concertation avec les acteurs, avec les personnes qui peuvent en bénéficier aussi, de façon à apporter la simplification, une réponse concrète aux Français et éviter justement le non-recours et l'automatisation. Les parents sont inquiets. C'est l'Agence de sécurité sanitaire qui a mis en garde contre les risques pour la santé des bébés que peuvent présenter certaines substances chimiques présentes dans des couches jetables. Sous 15 jours, on a appris que Bercy, ce matin, a exigé que ces substances soient éliminées. Qu'est-ce qui vous permet de dire ce matin qu'il n'y a pas de danger immédiat, tout de suite et grave ? Ce qui nous permet d'abord de préciser, permettez-moi de préciser que cette étude a été demandée par l'État suite aux révélations dans le magazine de consommateurs, justement pour faire la lumière, et rappeler également que les fabricants et les producteurs sont responsables de la sécurité aussi de leurs usagers et de consommateurs. Donc suite à cette inquiétude, cette étude a été lancée. Nous avons les résultats qui sont arrivés il y a quelques jours. On dit qu'il y a du glyphosate dedans ? C'est ce que sort l'État. Derrière, c'est ce que sort le rapport. Derrière, nous mettons, et dès ce matin, l'heure où je vous parle, les producteurs et les industriels sont reçus à Bercy avec le ministre de la Transition écologique et Agnès Buzyn, ministre de la Solidarité et de la Santé, justement pour leur demander de pouvoir, d'ici 15 jours, sortir les premiers produits et pouvoir travailler, réfléchir à la mise en œuvre des recommandations des recommandations de l'ANSES, et ces recommandations seront suivies et imposées. Et quel danger pour les enfants, pour les bébés? Actuellement, il n'y a pas de danger de mise en... Il y a
je dirais, il y a un effet de questionnement par rapport à la fabrication de ces produits. On voit bien que les produits avec lesquels sont fabriquées les couches peuvent poser des questions éventuelles sur la santé des enfants. Il n'y a pas de relation entre un risque avéré et un risque potentiel à ce jour. Cependant, au vu de la production et de la fabrication des méthodes de procédés, des interrogations se font, des recommandations sont posées par l'ANSES et l'État fera en sorte et le travail est déjà entamé dès aujourd'hui, est-ce que les fabricants répondent et puissent appliquer ces recommandations. Yann Brossa, le porte-parole du Parti communiste, était sur notre plateau jeudi, alors que le Venezuela traverse actuellement une crise politique majeure. La tête de liste des communistes aux européennes n'a pas hésité à qualifier l'autoproclamation du président du Parlement, Juan Guaidó, de coup d'État contre Nicolás Maduro. On l'écoute. Il s'agit à l'évidence d'un coup d'État. On pense ce qu'on veut du régime de Maduro, mais enfin un président qui s'autoproclame et qui, dans l'heure, bénéficie du soutien de Donald Trump et du nouveau président brésilien, ça s'appelle un coup d'État et ça n'a rien de réjouissant et je pense que cela ne peut être qu'inquiétant. Jean-Luc Mélenchon, vous êtes d'accord donc avec sa position ? Moi, je n'ai pas vocation à commenter ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Je vous dis quelle est ma position sur le sujet. Il s'agit d'un coup d'État soutenu par les Américains et par le régime brésilien d'extrême droite qui vient d'accéder au pouvoir. Combien elles ont coûté ces manifestations des Gilets jaunes tous les samedis à la ville de Paris ? Quelques millions d'euros. Parce qu'il y a eu de la casse, et je regrette qu'il y ait eu de la casse. Je regrette d'ailleurs que Christophe Castaner ait mis un peu de temps à mettre en place un dispositif de sécurité pour éviter la casse. On l'a encore vu récemment au mois de janvier. Après, il est évidemment normal que des manifestations puissent avoir lieu à Paris. Il y a toujours eu des manifestations à Paris. Paris n'est pas une ville sous cloche. Paris est une ville qui appartient à l'ensemble des Français. Et je ne suis pas choqué que des gens viennent monter à Paris pour manifester, c'est leur droit. Puisque vous parlez de Christophe Castaner, pour répondre à la polémique sur ces fameux lanceurs de balles de défense, il a dit que samedi, les policiers seraient équipés de caméras pour montrer le bon usage de ces LBD. Est-ce que c'est une bonne décision pour vous ? Vous vous rendez compte, il y a quand même 15 personnes qui ont perdu un œil du fait de l'usage du LBD. Donc la question n'est pas de savoir si on met en place des caméras, la question est de savoir si on continue à utiliser le LBD pour le maintien de l'ordre. Et cette question, à mon sens, elle est d'autant plus légitime que l'écrasante majorité des pays d'Europe n'utilisent pas le LBD pour le maintien de l'ordre, y compris le Royaume-Uni par exemple, qui n'est pas connu pour être un pays particulièrement laxiste. Donc je pense qu'il y a des questions à se poser sur l'usage de ces armes. Nous ne sommes pas favorables à l'usage du LBD. Les parlementaires communistes sont déjà exprimés en ce sens, et je regrette que Christophe Castaner refuse d'ouvrir le débat sur cette question. Les Gilets jaunes, on y revient, une liste aux européennes qui sera menée par Ingrid Lavavasseur, qui était une des figures du mouvement. Est-ce que c'est une bonne idée pour vous ? D'abord, c'est leur idée, et c'est quand même leur droit en démocratie de se présenter aux élections européennes, qui sont les prochaines élections qui auront lieu le 26 mai prochain. Donc je leur dis welcome. C'est problématique pour vous, tout de même. Non, ça n'est pas problématique. Et d'ailleurs, je trouve un peu ridicule ces forces politiques qui ont soutenu la mobilisation des Gilets jaunes et qui maintenant ont l'air de s'inquiéter que des listes Gilets jaunes soient présentes aux élections européennes. C'est la démocratie, c'est normal. Après, j'ai hâte de découvrir leur programme et de pouvoir débattre avec eux de leur programme. Vous avez dit que vous allez ouvrir votre liste aux mouvements sociaux, aux différents mouvements sociaux. Où est-ce que vous en êtes des tractations, des unions possibles avec d'autres listes de gauche, ou c'est définitivement enterré ? Est-ce que ça veut dire qu'on aura une pléthore de listes à gauche pour ces élections ? Est-ce que vous le regrettez ? Nous avançons. Vous continuez à tendre la main ? Nous avançons et nous aurons notre liste qui sera prête d'ici la fin du mois de janvier. Après, je dis la chose suivante, c'est que la gauche est effectivement trop divisée. Les communistes ont eu sur la question de l'Europe une position constante et cohérente. Nous avons rejeté tous ces traités européens qui nous conduisent à la situation dans laquelle nous sommes en ce moment. Après, est-ce que nous pouvons construire des alliances ? Moi, je continuerai à tendre la main à ceux qui partagent avec nous l'idée que l'Europe doit être autre chose qu'une machine à fabriquer de la régression sociale. On vient d'apprendre que Carlos Ghosn avait officiellement démissionné de la tête de Renault. Conseil d'administration ce matin à 10h pour le remplacer. Le tandem Thierry Bolloré, Jean-Dominique Sénard va lui succéder. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de Renault ? En tout cas, moi je souhaite que Renault puisse avoir un bel avenir. Il reste qu'on ne pouvait pas imaginer une espèce d'impunité pour Carlos Ghosn. J'ai quand même une question. Quand on voit
l'énergie avec laquelle le Japon combat la fraude fiscale, je pense que nous devrions nous poser un certain nombre de questions sur nos pratiques à nous en France. Et je pense que nous avons en France une forme de tolérance vis-à-vis de la fraude fiscale. Quand on sait que la fraude fiscale nous coûte, à nous Français, 100 milliards d'euros chaque année, qu'elle coûte à l'Union européenne 1000 milliards d'euros chaque année, quand on sait qu'il va y avoir 30 000 suppressions de postes à Bercy, je me dis que quand même, en France, on ferait bien de se saisir avec un peu plus d'énergie et de détermination de ce sujet. Vous parlez de manière générale, hein, je pas parle du de cas Renaud. manière générale. Enfin, pour finir, vendredi, c'est Nathalie Loiseau, la ministre en charge des Affaires européennes, qui était notre invitée. Elle est revenue sur les propos tenus une nouvelle fois par le ministre italien Matteo Salvini à l'encontre d'Emmanuel Macron, qualifiant ce type de déclaration d'inutile et de superflu. Il y a des déclarations qui sont aussi inutiles que superflues de la part de certains leaders politiques italiens. Vous dites qu'il y a un pays avec lequel ça se passe mal. Là, je reprends. Non. Ça se passe très bien avec le peuple italien. C'est un peuple formidable. Ça se passe très bien. Il y a des échanges, y compris sur des sujets compliqués. Il n'y a pas une francophobie quand même qui se... Non, il y a, me semble-t-il, une compétition à l'intérieur d'un gouvernement de coalition qui est un gouvernement compliqué. Vous avez vu que sur un sujet comme le sujet de la liaison Lyon-Turin, il y a un désaccord profond entre le mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio et la Ligue de Matteo Salvini. Donc il y a beaucoup de sujets sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Ce que font les populistes en général quand ils ont du mal, c'est qu'ils vont chercher un ennemi extérieur. Donc ils ont inventé d'insulter la France, les Français. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'a quand même pas été non plus très diplomate envers la nouvelle coalition. Bon. Citez-moi un terme comparable à ce qui vient d'être dit. Alors le but, c'est pas d'être dans l'escalade. Le but... Beaucoup d'Italiens savent vivre sans leur gouvernement depuis très longtemps et la relation entre la France et l'Italie continuera. Mais ce que je considère, c'est qu'on n'a pas à se laisser insulter. Jean-Luc Mélenchon accuse la France de soutenir un coup d'État au Venezuela. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin ? Mais enfin, Monsieur Mélenchon défend un régime qui tire à balles réelles sur des manifestants courageux, pacifiques. Il défend une dictature, il défend l'absence de démocratie au Venezuela. Et après, il vient parler d'insurrection et de violence policière en France. Je crois que M. Mélenchon a l'esprit assez confus. Ce qui se passe au Venezuela depuis des années est gravissime. C'est un pays qui souffre, ce sont des habitants qui souffrent. Moi, j'ai une pensée pour eux parce que c'est un pays que je connais bien. Est-ce que c'est pas quand même un coup de force que le président du Parlement, Juan Guaido, s'autoproclame devant la foule président par intérim ? Je parle de retour à la démocratie. L'Assemblée, le Parlement vénézuélien a été élu démocratiquement. En revanche, M. Maduro, cette année, l'année dernière plutôt, en mai de l'année dernière, a fait lui-même un coup de force. J'appelle à l'apaisement, bien sûr, à pas de violence, bien sûr, mais aussi à écouter la voix de ces dizaines, centaines de milliers de Vénézuéliens qui manifestent, et puis ces centaines de milliers de Vénézuéliens qui ont été obligés de quitter leur pays, parce que c'est la famine, parce que c'est la faillite, parce que c'est un pays qui va extraordinairement mal, alors que c'est un pays extraordinairement riche. Parlons du Brexit, puisque c'est vous qui êtes là, largement en charge de ce dossier. Vous êtes notamment en charge des ordonnances, puisque le gouvernement est habilité à prendre ces ordonnances. Concrètement, quelle dernière décision le gouvernement a prise pour faire face à la perspective d'un no deal, comme on dit ? Se séparer de manière ordonnée, c'est ce que nous avons essayé de faire. Ça fait 2 ans que, loyalement, l'Union européenne respecte le vote des Britanniques qui veulent quitter l'Union européenne. Et donc, nous avons conclu, avec le gouvernement britannique, un accord de retrait, les conditions de notre séparation, et nous souhaiterions que cet accord puisse entrer en vigueur. Pour le moment, il n'a pas été ratifié par le Parlement britannique. Il y a tout un débat à Londres. Ce n'est pas à moi à débattre à la place des Britanniques. Il n'y a pas de plan B. C'est à moi de faire en sorte que nous soyons prêts au cas où on en arrive à une séparation sans accord. Une séparation sans accord, ça veut dire qu'au 30 mars, le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, que nous n'avons conclu aucun accord pour la suite, pour le moment, et que de manière transitoire, il faut remettre en place des contrôles douaniers, des contrôles réglementaires, et puis il faut s'assurer que nos compatriotes qui reviendraient du Royaume-Uni ou les Britanniques qui vivent en France voient tous leurs droits sauvegardés. Les ordonnances, c'est ça. Ça veut dire concrètement que les Eurostars qui partent de Paris s'arrêteront à Calais-Coquelles pour des contrôles douaniers.
Ça veut dire concrètement non, parce que vous le savez, avec les accords du Touquet, nous sommes capables d'avoir des contrôles à l'embarquement, et c'est ce qui continuera à se faire, contrôle français, contrôle britannique. Mais pour les marchandises qui arrivent par le tunnel ou qui arrivent par les ferries, le but c'est de faire en sorte que nous mettions en place ces contrôles, parce que ça veut dire l'entrée dans l'Union européenne, mais que les échanges restent fluides, parce que nous sommes une porte d'entrée, la porte d'entrée principale pour les marchandises du Royaume-Uni en Europe. C'est pour ça que Gérald Darmanin, nous y revenons, a recruté 700 douaniers sur 2 ans. C'est pour ça que nous avons recruté des vétérinaires. Tous ces agents publics sont en cours de formation. C'est pour ça que nous construisons des aires de stationnement, des parkings, pour faire en sorte que les infrastructures nécessaires au contrôle soient prêtes et qu'on ne s'embouteille pas à Calais à la sortie du tunnel. Merci de votre fidélité. C'était Territoire d'Info, une émission de Public Sénat et de TV5 Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Au revoir.